Dimanche 29 octobre 2023, dernier dimanche du mois de Rosaire pour les chrétiens catholiques. Dernière messe du mois, 13h30, 2 minutes à Sundina, Tchéo. Nous sommes dans la préfecture de la Kosa, même heure à Couvé dans le Vaud. Le rendez-vous de la messe vous retrouve en direct de la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Je vous espère tous en bonne santé par la grâce de Dieu. 4 évangiles à lire dans cette messe en une soixantaine de minutes. Réunion sur la paix et la sécurité à Lomé, procès de l'assassinat du colonel Mandjoulba, le climat des affaires au Togo, les congés de détente. Voilà les chapitres au menu de l'évangile de ce jour, à égrener minutieusement avec Adam Adjironou, en droite, directeur de publication, journal Vision d'Afrique, que je suis fier, très content de retrouver après près d'un an d'absence sur cet hôtel de la paroisse. Bonjour Adam. Oui, bonjour Eric, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de retrouver le plateau de la télévision 12e. Comme vous l'avez dit, il y a pratiquement un an, pour ce que vous savez tous, Dieu aidant, on retrouve avec fierté ce plateau pour débattre des sujets au menu de la messe de ce dimanche. Mes téléspectateurs et moi s'associent à moi donc pour vous souhaiter une cordiale bienvenue. Merci. Et vous témoigner notre compassion pour tout ce que vous avez eu à endurer durant tout ce temps que nous n'avons pas été ensemble. Oui, donc une absence, une séparation involontaire liée à des situations de santé que vous avez, avec la grâce de Dieu, heureusement su surmonter. Oui, et heureusement aussi vos prières m'ont beaucoup accompagné. Merci. C'était pas évident, mais Dieu aidant. Tout ça on conclut à retrouver la santé. Que c'est un plaisir que nous et nous demandons à Dieu de vous renforcer davantage. Merci. Et qu'il prolonge aussi votre expérience de vie. Merci. Et qu'il vous éloigne, qu'il éloigne plutôt de vous les mauvais esprits, les mauvaises langues, les jaloux et puis les démons. Merci. Qui pourraient entraver votre carrière ou votre vie. Merci. Et c'est avec vous êtes victorieux sur ce plateau aujourd'hui. À gauche, un autre, ça fait un peu pareil, mais là c'était pour des raisons de mission, pour des raisons d'indisponibilité que Firmin Teko Abo nous a manqué. Et il est là aujourd'hui et c'est avec plaisir que nous le recevons sur cet hôtel de notre paroisse Bon Berger de la télévision deuxième. Bonjour Eric Tamadel, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur, un grand honneur de répondre favorablement à votre invitation. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, ce qu'il y aura à dire, nous le dirons avec beaucoup de professionnalisme et aussi avec beaucoup de passion. Vous êtes analyste politique et chroniqueur. En plus, vous présidez un centre de recherche de géopolitique internationale. Très bien. Et c'est avec vous que nous allons animer cette messe aujourd'hui. Je suis techniquement accompagné de braves maîtres, Jean Balouki, qui vient à peine d'arriver dans le reportage, mais sans repos. Il s'acharne sur les deux caméras pour nous mettre en orbite. De l'autre côté, c'est Alexandre Tchalem, toujours fidèle à son poste, qui va nous distribuer sur vos petits écrans. Moi, je suis Eric Tanandé, je suis le prince héritier de la préfecture de la Bina, commune numéro 1, et puis avec résidence privée à Sotobois et puis à Adeti Kopé. Merci d'avoir choisi notre paroisse. Cette dernière messe va s'articuler, comme je l'ai dit, autour de 4
évangile. C'était donc à l'occasion, voilà. Merci d'avoir choisi donc notre compagnie et vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Les chapitres qui vont meubler cette messe, comme je le disais, vont s'articuler autour de 4 que je décline ici. Alors, la messe, la rencontre, je l'ai déjà décliné d'ailleurs, et on va directement à la messe. Alors, Philbin et puis Adam, alors je suis heureux de vous retrouver. La paix et la sécurité étaient à l'honneur la semaine dernière. C'était à l'occasion d'une rencontre baptisée Peace and Security Forum. L'accompagnement des touristes également sera au rendez-vous. Alors par rapport à ce forum que le Togo a eu l'honneur d'abriter, alors on peut se poser la question pourquoi un forum sur la sécurité et quel honneur pour le Togo de l'abriter. Adam, un forum sur la sécurité. Oui, je pense qu'il est de beaucoup de personnes que le Togo a cette identité-là liée à cette vocation d'être le vecteur de la paix, aussi bien dans notre propre pays, parce que quand je dis notre propre pays, c'est vrai que ils ne sont pas épargnés sur des questions liées au terrorisme. Pour autant, je pense qu'il y a, lorsqu'on échelonne un peu ce facteur-là, nous pouvons quand même dire que le Togo s'est tiré plus ou moins un peu d'affaires, même si nous savons que le mal est toujours présent. Vous savez, depuis les temps mémoriaux, surtout lorsque nous prenons depuis le règne du président Eyadema, vous l'avez constaté, aussi bien que ce soit en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, il s'est mis sur lui pour résoudre pas mal de problèmes. Je pense que ce sont ces facteurs de bon office qu'il a eu à mener, que continue pas à mener également Fort Gnassingbé. Voilà pourquoi je parlais que je disais tantôt que c'est une identité que le Togo porte en ce qui concerne la question de la paix, aussi bien dans la sous-région qu'en Afrique. Vous savez, lors de ce forum-là, initié essentiellement, qui inaugurait son avènement il y a juste une semaine, je pense que ce serait un rendez-vous annuel, c'est selon de toutes les façons, et étant donné que nous serons face aux questions de sécurité, le Togo sera toujours ce vecteur-là qui essaiera de pouvoir mener cette tractation pour anticiper sur un certain nombre de choses et permettre naturellement donc à un certain nombre de pays, surtout vous savez que la sous-région ouest-africaine aujourd'hui sur orbite liée à ces pays-là qui sont aujourd'hui des pays à transition avec des coups d'État et également qui n'honorent pas, mais étant donné que nous vivons le mal, il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui portent en eux disons ces vecteurs-là pour leur permettre de pouvoir avoir une transition apaisée et qui puisse donc leur permettre de retrouver la normalité. Et justement, vous l'avez si bien dit, l'accompagnement des transitions politiques, c'était le sujet au cœur des préoccupations au cours de cette rencontre. Firmin, quand on parle accompagnement des transitions politiques. Moi, je voudrais dire deux choses, presque la même chose que Adam Adjoumo a évoqué tout à l'heure. Vous savez, vous avez parlé de transition, vous avez parlé d'accompagnement. C'est des mots très forts. Quand on parle d'accompagnement, c'est en quelque sorte comme Adam le disait tout à l'heure, c'est dans la dynamique de la tradition du Togo. Ce n'est pas la première fois que le Togo a organisé des rencontres ici pour réconcilier des peuples, pour réconcilier des leaders politiques, pour réconcilier des pays qui ne s'entendent pas. Donc c'est en quelque sorte dans cette dynamique. Mais la deuxième chose que je voudrais faire aussi, c'est que les temps changent. Quand on voit par exemple du temps du général Eyadema, ce que le Togo faisait était peut-être en harmonie ou en accord avec ce que la France décidait. Quand vous vous rappelez un peu ce qui s'était passé en 2002 au temps
de ceux-là qui étaient de Guéhi, au temps Guéhi, où la Côte d'Ivoire brûlait, de Guillaume Soro, au temps de Gbagbo. Donc le Togo pilotait la position de la France. C'est comme le Togo était un envoyé spécial de la France vers ces régions, vers ces pays-là. Donc le Togo et la France s'entendaient sur un certain nombre de choses. Et le Togo faisait exactement ce que la France demandait. Mais ici, ce qui est la deuxième observation, c'est que le Togo est encore dans cette dynamique, mais en désaccord avec la position de la France. Vous imaginez, vous parlez de transition. Il y a des coups d'État qui ont été pilotés dans des pays et la France a une position radicalement opposée aux autres. Et aujourd'hui, le Togo, lui, se dit non, on ne va pas être radical. On va offrir la chance à tout le monde de dialoguer. C'est pour ça que vous, ceux-là que vous rejetez, nous les accueillons chez nous et nous avons la possibilité de dialogue. Et comme Abdoulaye Diop l'a dit ici, il a dit mais que ce que le Togo veut, c'est quoi? C'est la paix, c'est le dialogue. Et c'est ça en fait. La France ferme la porte, le Togo ouvre la porte. C'est ça. Donc le Togo accompagne les transitions. La France dit il ne faut pas accompagner la transition, cette transition, il faut fermer la porte, on ne doit pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Par exemple, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qui sont en réalité des bêtes noires. Pour la France aujourd'hui, le Togo dit non, nous sommes des frères, mais si vous fermez la porte, comment on peut les aider à s'en sortir? C'est ça un peu la différence par rapport au passé. Avant, on pilotait la position de la France, mais aujourd'hui, on se dit non, on ne peut pas continuer à suivre la France, parce que s'il y a des choses qui évoluent, il faut que nous aussi nous prenions notre destinée en main, on ne peut pas régulièrement suivre l'Occident et suivre exactement ce que l'Occident est en train de vouloir. Mais ce qu'on a, la troisième chose, c'est que c'est une position aussi dangereuse. C'est une position un peu dangereuse parce que c'est ce que le Togo est en train de faire par rapport à ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de faire. La position du Togo est beaucoup plus dangereuse. Parce que le Togo, elle est risquante. Elle est risquante. La France rejette, le Togo dit non, moi je rejette, moi je prends. Jusqu'à quand alors? Jusqu'à quand vous rejetez et vous prenez mal, on se demande quelquefois sur quoi compte le Togo. Quelle est cette puissance qui est derrière le Togo? Mais la puissance qui est derrière le Togo, c'est un partenariat diversifié. Le Togo avec la Russie, le Togo avec la Turquie, le Togo avec la France, le Togo avec la Chine, le Togo avec les États-Unis. Donc c'est ça qui fait la force du Togo. Et puis la sincérité du président de la République. Le président de la République est sincère. Il ne cache rien. Il vous dit non. Nous avons essayé un certain nombre de partenariats de par le passé, mais aujourd'hui, nous allons les diversifier. Nous allons tenter deux aventures pour voir peut-être que dans les 10 prochaines années, qu'on puisse faire le bilan, qu'on puisse voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Madame, plutôt que de s'investir dans la gestion des transitions, alors politique, n'est-il pas mieux et encore mieux de plutôt supprimer ces transitions, faire en sorte qu'il n'y ait pas de transition et qu'il y ait des successions normales de régime, etc. Oui, c'est un idéal. Quand on parle de transition, on a toujours vu coup d'État. Oui, bon, de toutes les façons, je pense que ce n'est pas pour autant automatique, parce qu'il vous en souvient que le Togo également avait connu une transition sans coup d'État. Sans coup d'État, oui, qui aujourd'hui peut être un modèle à suivre. Donc, vous voyez, lorsque vous prenez depuis 1958, il y a beaucoup de réformes liées à la politique, ou l'introduction d'un certain nombre de normes en Afrique qui sont passées par le Togo et qui ont été donc dans des succès. Donc, voilà un peu. Mais je pense que c'est un idéal, comme je le disais tantôt, que tout le monde voudrait bien. Parce que personne n'a cru qu'après une trentaine, voire une quarantaine d'années après l'expérimentation de la démocratie, que l'on puisse encore retourner en arrière, entre guillemets, si c'était estime comme tel. Pour certains, ils estiment que c'est une démocratie mal introduite, qui n'a pas pris en compte un certain nombre de facteurs liés, disons, à l'identité africaine, et qui font que, aujourd'hui, cette démocratie-là est mal venue, ou pratiquement mal déployée dans nos pays. C'est ce qui a conduit aujourd'hui donc à cet état. Je pense que si nous prenons chacun à sa petite réponse ou son analyse de la chose, mais pour autant, comme je l'ai dit, c'est un idéal, mais étant donné que nous le vivons aujourd'hui, il faudrait quand même que nous résolvons ce que nous avons en face et prendre des précautions pour anticiper qu'il n'y ait plus une répétition liée à cela, parce que de toutes les façons, nous voyons un recul, en tout cas de l'expérimentation politique dans nos États, liée donc à cette question de coup d'État, où l'armée qui entre-temps
était un facteur qui ne permettait pas, en temps de pouvoir, donc déployer une bonne politique, qu'elle soit démocratique ou pas, dans nos États. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on expérimente autre chose, parce que de toutes les façons, cette démocratie-là, de mon point de vue, si nous en sommes arrivés là, c'est que ça a montré ses limites. Mais ça a montré ses limites. Est-ce que le bon sens voudrait quand même qu'on retourne, parce que lorsqu'on parle des militaires au pouvoir, c'est que nous faisons encore des pas à reculons. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos pays? Je n'y crois pas. Donc voilà pourquoi la position du Togo est assez intéressante, qu'au lieu de les laisser dans leur coin en disant voilà, il faut les sanctionner, il faut qu'on revienne à la normalité. Mais cette normalité-là voulue, est-ce que cela est en adéquation avec les réalités qui ont conduit? Parce que moi j'ai écouté le numéro 2 de la junte du Niger qui a expliqué de long en large ce qui a conduit donc au coup d'État du Niger. Nous ne pouvons plus revenir encore sur le cas du Mali, qui a aussi ses réalités, le cas du Burkina Faso également, qui a ses réalités. Mais de toute évidence, ils ont quand même des motifs qu'ils expliquent par le fait que moi aujourd'hui, je fais partie de ceux-là qui pensent que, en tout cas, prendre la question des coups d'État constitutionnels, comme nous l'avons dit, pour expliquer les coups d'État actuels, n'est pas, de mon point de vue, très suffisant. Soit vous êtes à court d'idées, vous n'avez pas d'arguments, mais lui n'est pas passé, le Niger, je le dis, n'est pas passé par là. Il a expliqué les motifs qui ont conduit donc à ce coup d'État-là, qu'on pourrait bien évidemment éviter si tel est qu'on était dans l'harmonie des idées qui puissent conduire à bien gouverner la cité. Voilà pourquoi je le disais pour chuter donc que la position du Togo est très bonne, parce que pendant que nous y sommes, est-ce que nous devons nous faire toujours le surplace? Il faudrait quand même qu'on trouve des alternatives pour permettre à ce qu'on puisse donc introduire de nouvelles formes de réalité de gouvernance dans nos pays pour éviter naturellement donc ces coups d'État à l'avenir. Je voudrais écouter Firmin Teko là-dessus, plutôt que de s'investir dans la gestion des transitions. N'est-il pas mieux plutôt de supprimer ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas de situations qui amènent à des transitions? Oui, vous l'avez bien dit, vous savez, ma position a toujours été claire. Moi, je suis très critique par rapport au coup d'État, parce que vous savez, nous sommes des journalistes. Et nous ne pouvons pas applaudir demain des coups d'État. Les coups d'État qui sont en quelque sorte une entorse aux règles démocratiques. Donc, tous les coups d'État qui se sont déroulés sur notre continent, nous le condamnons. Mais vous avez posé une question qui est très importante. C'est-à-dire, si on ne peut pas faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent, ne se produisent. Oui, c'est là où peut-être vous donnez raison à ceux-là qui ont fait des coups d'État dans les pays, dans différents pays, qui ont fait des coups d'État parce qu'il y a eu des raisons suffisantes. Mais il n'y aurait jamais eu ces raisons, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé au Mali, mais c'est parce que les militaires qui ont pris le pouvoir sont dépassés, ils ont régulièrement été sur le terrain. Et au final, ils ont été dépassés, ils se sont dit, mais on a quelque chose, il y a de la triche politique, donc il faut que nous prenions notre destin en main pour que ces gens de pour que ce que nous vivons sur le terrain ne vivions plus. Donc peut-être ils ont été dépassés et peut-être dépassés, mais je sais pas, ils ont été trompés ou manipulés par le pouvoir politique et civil et aussi par l'Occident. Vous imaginez. Donc, si on voit par exemple ce qui s'est passé au Niger, c'est presque la même chose. Les gens se sont dit, mais il y a une situation, mais qu'il faut essayer de régler. Moi, on n'arrive pas à régler la situation, alors nous-mêmes, nous prenons notre destin en main. Donc, si vous voyez un peu, essayer de ajouter à ça la Guinée et le Burkina Faso, vous allez voir qu'il y a eu des raisons qui les ont déterminés à perpétrer ce coup d'État. Mais moi, je me dis, mais est-ce qu'on ne pouvait pas aussi l'éviter? Maintenant, l'autre chose que je voudrais aussi faire observer, et ça, je vais le dire haut et fort, moi, je ne soutiens pas le coup d'État, mais depuis que la France a demandé à ce que, je sais pas, la CEDEAO prenne toutes les mesures, soit pour qu'on dégage ceux-là qui sont au Niger, c'est-à-dire que la CEDEAO s'entende à peut-être intervenir militairement au Niger. Moi, je dis, mais on est où là? Ça, ce n'est pas possible. Nous, en tant qu'Africains, on ne peut jamais soutenir ça. Jamais. Moi, je suis sur point. Moi, je soutiens les musulmans. Sur ce point-là, moi, je peux soutenir les musulmans. Sur ce point, je peux soutenir les Burkinabés parce qu'il y a une puissance occidentale qui demande à ce que nous-mêmes, Africains, qu'on se tire dessus. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Les Africains étaient restés là, bouche bée, et ils ont vu comment on a tiré sur Kadhafi. Ils ont vu comment on a détruit la Libye. Ils n'ont pu rien se dire. L'Union africaine était où à l'époque? Kadhafi qui était en passe pour libérer l'Afrique. Kadhafi qui était en passe pour libérer l'Afrique. Donc nous avons laissé faire. Autant
gens de la Libye, en 2010-2011, on a vu comme ça, on a laissé la Libye comme ça se détruire. Et aujourd'hui, le cas Gbagbo. On a vu le cas de Gbagbo aussi, où la puissance occidentale. On a oublié celui de Sankara. Sankara, oui. On a vu des choses comme ça qui se sont déroulées sous nos yeux. Et puis, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une puissance occidentale qui veut que les Africains prennent des armes pour aller tirer sur leurs propres Africains. Sur ce point-là, moi, je suis catégoriquement contre et je soutiens nos frères. Vous imaginez, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire, ce n'est pas que je suis en train de soutenir le coup d'État. Mais moi, je ne peux pas accepter, Eric Tanandé, que quelqu'un vienne tirer sur vous. Quel que soit ce que vous avez fait, vous êtes un frère à moi, et ce point, je vous soutiendrai. Bec et ongle. Et après, entre nous, on se parlera. Mais la troisième chose, que si je voudrais ajouter, c'est quoi? Ce qui est en train de se passer, je pense que c'est un truc cyclique. Quand on voit dans les années 60, les Africains sont insurgés contre les Occidentaux en disant, on ne veut plus de vous. Nous voulons nous libérer. Mais en près d'une génération après, nous sommes en 90, les mêmes Africains se sont dit non, les Occidentaux soutiennent les régimes dictatoriaux, on ne veut plus de vous. Près de 30 ans après, nous sommes en 2020, et c'était le cas des Maliens. Ils ont dit non, on ne veut plus de vous. Les Occidentaux, c'est vous qui êtes la source de nos malheurs. Et moi, je me dis, mais ça devient un vent cyclique. Et à chaque fois, que ce soit en 1960, que ce soit en 1990, les Africains ont commis des erreurs qui ne les ont pas aidés à se libérer totalement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même dynamique. Si on ne fait pas attention, si on ne tient pas fort, on va encore rater le coche et les Occidentaux vont venir encore en puissance. Sur ce point, je voudrais dire à nos frères maliens, à nos frères burkinabés, à nos frères nigériens, du moment où vous avez choisi cette voie de libération et qu'il y a beaucoup qui vous soutiennent, vous devez maintenir le cap. Sinon, vous lâchez et vous perdez tout. Adam? Oui, bon, j'aimerais un peu répondre. Vous savez, c'est un narratif que moi je trouve un peu réducteur à nos pays africains. C'est vrai que vous avez cité des exemples, mais souvenez-vous, remontons un peu l'histoire. Vous en souvenez qu'en 2005, lorsque le père de la nation était décédé, nous avons eu au Togo la même situation. Pour autant, la CEDEAO était intervenue. Presque, hein? Oui, presque. Ah oui. Et il avait aussi menacé de couper d'intervention militaire. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas parlé de la France. Vous savez, c'est tout comme si tout ce qui peut être bon ou peut nous amener à une mentalité un peu divergente. Tout, nous parlons des points de vue, doit toujours provenir des Occidentaux. Or, il vous en souvient également dans cette façon de pouvoir donc régler les conflits qui était d'ailleurs même un des facteurs de subdivision sous-régionale que nous connaissons dans nos pays. La CEDEAO n'est pas l'unique, vous verrez. Et on nous parle également de ce principe-là de subsidiarité. Le principe de subsidiarité veut dire que la sous-région qui se trouve être menacée, sa position doit être celle-là qui doit suivre tous les pays occidentaux. Donc moi je ne suis pas contre. C'est vrai qu'il peut y avoir de ces velléités où la France, compte tenu de ses intérêts, puisqu'il ne le cache pas, et naturellement dans nos pays africains, puisse être d'accord qu'on puisse donc mettre Bazoum au pouvoir, puisque Bazoum, entre-temps, les pays sahéliens étaient comme c'est Bazoum qui a accepté les Français, ce qui peut motiver plus ou moins, et il peut mettre un peu de mal à ce que nous puissions peut-être accorder ce bénéfice de doute là de ceux qui tiennent dans cette position-là. Même moi, je dis réducteur dans la mesure où nous-mêmes nous avons des principes de gouvernance pour nos États et nos sous-régions. À partir du moment où on dit les coups d'État, c'est fini, c'est tout à fait normal que la CEDEAO, que ce soit l'intervention de la France ou pas, la CEDEAO prendra ces mesures-là. Donc il faudrait quand même que nous également, nous arrivons à un moment donné dire que ce qui est bien ne peut pas fondamentalement provenir de l'Occident, des Occidents, mais peut également provenir de nous. Voilà pourquoi moi je suis un peu dubitatif par rapport à cette situation. Lorsqu'on parle de la France qui impose tout, et nous-mêmes, lorsqu'on fait des révolutions, les gens parlent du panafricanisme. La fois passée, j'étais encore au lancement du Maxa, que le pilote Alain Foucault et les siens, qui estiment qu'il est temps quand même que nous puissions quand même faire école à nos identités africaines, liées aux questions africaines et résoudre nos problèmes par nous-mêmes et par nos réalités. Et je suis d'accord avec eux, même si je suis un peu sceptique parce qu'ils n'ont pas les moyens, puisque ça reste quand même une tribu des personnes, tout comme son centre également, c'est la même chose. Ils ne sont pas des gouvernants, ils ne pourront rien changer. De toutes les façons, mais quand même, c'est toujours bon de pouvoir introduire, de débattre le sujet. Ça peut de toutes les façons éveiller certaines consciences, même s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir donc introduire et changer. Voilà pourquoi moi, je suis beaucoup plus réservé sur cette question de la France, parce que tout ce qui doit être bon pour nous ne doit pas fondamentalement provenir de la France. Firmin, comme je l'ai dit un peu plus haut, la rencontre de Lomé avec pour
ou bien c'était sous la dénomination de paix et sécurité, peace and security. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité, la question de la sécurité ne mérite-t-elle pas d'être repensée autrement? Parce que à chaque rencontre du genre, on a toujours parlé de la sécurité, mais on dirait que plus on en parle, plus la sécurité est menacée. Non, c'est pas seulement en Afrique. C'est comme quelqu'un a dit, là où il y a des guerres les plus sauvages, c'est pas en Afrique. Hein. C'est en Occident. On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui entre le Hamas et l'Israël. C'est tellement atroce. Des milliers de morts, vous imaginez. Je pense que le monde même est ainsi fait. Le monde est fait de périodes de guerre, de périodes de paix. Donc, à nous, à ceux qui dirigent, de prendre des mesures pour toujours se préparer, pour pouvoir protéger les concitoyens ou les peuples. Par exemple, quand on parle de sécurité, ici, le Togo parle de sécurité parce que, moi je pense que le Togo est intervenu dans plusieurs conflits internationaux. Quand on voit les forces togolaises qui sont intervenues au Mali, qui sont une fois intervenues au Darfour et dans d'autres pays, c'est pour ça que le Togo tient beaucoup à la sécurité. Le Togo peut parler aussi de la sécurité parce que vous imaginez, nous avons un pays qui est en sécurité, un pays dont les forces de défense et de sécurité se battent régulièrement pour qu'il y ait la sécurité. La sécurité, on doit en parler tous les jours parce que le monde va à une vitesse exponentielle où si on ne prend pas toutes les mesures pour assurer la sécurité des peuples, non, le monde va basculer. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé. C'est en rien de temps que la sécurité a encore basculé au niveau de la Palestine et de l'Israël. Vous voyez ce qui se passe au niveau de nos frontières. Vous voyez ce qui se passe quand on parle de terrorisme et tout ça. Le monde est ainsi fait. Moi, je pense que nous ne pourrons pas stopper ça. Nous pourrons prendre des mesures drastiques pour empêcher un certain nombre de choses ou pour prévenir un certain nombre de choses. Mais la sécurité, l'insécurité fait partie aujourd'hui du monde. Quand on voit la France avec Charlie Hebdo, avec le 13 novembre, quand on voit un peu le Hamas et l'Israël, quand on voit un peu des cas terroristes qui se produisent sur notre continent, vous voyez dire, mais aujourd'hui, nous n'est épargnés. Sauf que la prière que nous devons faire, c'est que Dieu donne assez de moyens et assez d'intelligence à ceux qui nous dirigent pour qu'ils se battent sérieusement pour nous assurer cette sécurité. Adam, la même question vous revient. Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser la question de la sécurité? Parce qu'il n'y a pas une rencontre où on n'en parle pas, mais plus on en parle, et plus la sécurité règne. Donc, vous savez, la sécurité fait partie intégrante aujourd'hui de la vie. Pas aujourd'hui, depuis des lustres, la sécurité fait partie intégrante de nos vies. Mais cette sécurité-là, de mon point de vue, doit être sérieusement repensée. Donc, l'idée que vous abordez va au-delà des rencontres de Lomé. Et aujourd'hui, nous avons les effets factuels qui permettent aujourd'hui de soutenir réellement ce que vous êtes en train de dire. Je pense que nous y reviendrons avec la question du procès pour en parler davantage. Parce que pour moi, la question va au-delà. Parce que c'est justement compte tenu de cette paramètre de non, parce que c'est devenu tout simplement des tribunes d'expression sans réaction et sans acte. C'est ce qui a conduit d'une manière ou d'une autre qu'on en arrive là. Puis à partir du moment où, comme je le disais, elle fait partie de notre vie, partie intégrale de notre vie. À partir du moment où aujourd'hui nous avons des mouvements transformationnels qui aujourd'hui s'imposent à nos vies, parce que nous parlons aujourd'hui des alternatives de communication qui sont là, etc. Il faudrait quand même que nous y adaptons nos vies. C'est pourquoi je réserve cette question-là et la répondre lorsque nous allons donc débattre sur ce second aspect. Et nous y sommes, mais sauf que Phil n'a pas quelque chose à ajouter. Non, juste dire que peut-être vous n'allez pas être d'accord. Juste dire qu'en réalité, la sécurité, elle est décidée par certaines puissances. Vous aurez la sécurité si vous êtes en de sécurité avec eux, avec elle, cette puissance. Vous n'aurez pas la sécurité si vous avez des soucis avec eux. C'est ça en fait. C'est-à-dire si vous êtes... On va dire la sécurité de nos pays est téléguidée d'ailleurs. C'est comme aujourd'hui, moi je dis même que la France ou toute l'Europe a sa sécurité entre les mains des Américains. C'est comme le Japon, ce sont les États-Unis qui gèrent sa sécurité. En Afrique par exemple,
quand vous voyez un peu les terroristes, avec tous leurs moyens, avec toute leur logistique, vous allez vous demander où est-ce qu'ils sont. Quel Africain a ces moyens? Quel Africain a ces moyens? Où est-ce qu'il trouve ces armes? Je pense que votre grand-père ou mon grand-père n'a pas une usine de fabrication d'armes. Ces armes-là, où est-ce qu'il les trouve? Quand il dit qu'en réalité, la sécurité, elle est téléguidée quelque part. Et ce sont les Occidentaux, moi j'ai l'habitude de le dire, ce sont les Occidentaux qui décident de qui doit être en sécurité et qui ne doit pas être en sécurité. Oui, là, c'est là où la question se repose, de repenser vraiment. Est-ce que les pays africains ne peuvent pas revoir leurs relations avec l'Occident? Je pense que ça a déjà commencé. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali est un modèle. Lorsque vous prenez aujourd'hui, lorsqu'il réclame, en tout cas, qu'on puisse tenir compte de ces principes cardinaux, notamment les 3 principes, pour lui permettre d'abord de pouvoir donc venir à bout, entre guillemets, parce que la question d'insécurité aujourd'hui, ce n'est pas une question où je pense qu'un chef de l'État aujourd'hui va décréter pour mettre fin. C'est toute une vie, c'est toute une vie, et donc je pense que, comme je le disais, fait partie intégrante aujourd'hui de lui-même même. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on peut arriver à pouvoir fragiliser ou pouvoir affecter un temps soit peu dans cette question-là, mais dire que vous résolvez entièrement cette question, je pense que c'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec l'attentat du 11 septembre, et qui a surpris pratiquement tout le monde entier, en disant voilà, ils ont tout ce qu'il y a, mais au même moment, ils ont été surpris. Donc ça vous a dit quelque part. Et d'ailleurs même aujourd'hui, l'Israël est un exemple également factuel. Parce que qui a su que Israël, qui n'a jamais été surpris, mais a été surpris, et grand étonnement de tout le monde, a été donc battu au cœur même de son régime. Voilà pourquoi je dis que cette question est une question d'actualité et actuelle et interpelle pratiquement tous les gouvernants. Parce que, quelles que soient les mesures que vous mettrez en place, vous n'êtes jamais sûr d'avoir la sécurité entière. Voilà, nous on en parle, c'est le vœu que nous émettons, mais la question, comme vous l'avez dit, elle est aussi vieille que l'humanité. Et chaque jour que Dieu fait, on déplore des situations liées à cela. Mais sécurité, on en parle, comme vous l'avez dit, une autre affaire. L'affaire assassinat du colonel Madjouba Toussaint dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, si je ne me trompe pas, dans son bureau, connaît son épilogue depuis le 23 octobre 2023. Un procès que certains qualifient de procès du siècle. Est ouvert donc depuis lundi, avec comme principal accusé un général, le général de brigade Félix Avalo Katanga. De grands déballages hors des objectifs des caméras, des micros et des stylos de la presse. Mais les curieux parviennent quand même à tendre leur oreille. Alors, pourquoi un événement de cette envergure que les gens attendaient depuis des années doit se faire hors caméra et à huis clos, alors que des procès comme celui de Patia Niassingbe et même de Dadis Camara de la Guinée ont été médiatisés. Alors, filmés. Vous savez, 3 petites choses. Oui. Lorsque des choses comme ça se déroulent, hors grande caméra, hors micro, peut-être que la justice, je dirais la justice, se dit que le peuple n'est pas suffisamment mûr ou mature pour entendre un certain nombre de choses, pour que la conséquence soit désastreuse. C'est pour cela peut-être on est en train de protéger le peuple. Il y aura des choses qui seront dites là-bas et dont on n'a pas besoin que ces choses-là soient je sais pas, distillées dans la masse. Peut-être c'est une manière de protéger aussi. Vous vous rappelez un peu comment nous avons géré l'affaire Covid.
l'affaire Covid gay, tout ça, vous voyez, tous les commentaires qui sont allés bon train sur les réseaux sociaux. Et je pense que le ministre, qui est aujourd'hui secrétaire général du gouvernement, a dit non, faites attention, ne dites pas ce que le rapport n'a pas dit. Donc je pense que c'est un peu dans cette dynamique-là. Maintenant, la deuxième chose, et aussi, avant la deuxième chose, ce qui s'est passé en Guinée, c'est complètement différent de ce qui se passe ici. C'est complètement, moi je me dis que c'est la CPI qui sera derrière le général Dadis qui sera derrière. C'est ça, ce n'est plus conditionnel. Ouais, donc vous voyez tout ça là, donc les Occidentaux ont mis leurs moyens pour en découdre, je le dis avec Dadis Camara, parce qu'il les a eu à les embêter un peu plus de 10 ans plus tôt. C'est vrai. J'ai suivi certaines de ces vidéos. Désinguet proprement. Désinguet, il était un homme d'affaires libyen ou oui, voilà, même un ambassadeur, les diplomates occidentaux, il est désingué proprement. Donc c'est un peu différent. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que moi je pense peut-être, à moi parce que je n'ai pas toute l'information, c'est la première fois qu'on amène un général à la barre. Je ne sais pas si on a déjà vu ça. C'est le titre d'un article. C'est la première fois. En général à la barre. Je pense que c'est suffisamment grave. Et on parle du procès du siècle. Là, sur ce point, on peut parler du procès du siècle. Et aussi, à ce niveau, la conclusion à laquelle je peux parvenir, c'est qu'il n'y a pas de puissance dans ce régime. Donc, si on peut jusqu'à mener un général à la barre, ça veut dire que peut-être il n'y a pas de puissance dans ce régime-là. Si vous pouvez être haut placé, et peut-être lorsque vous tombez sous le coup de la loi, vous aurez affaire avec la justice. Et aussi, l'autre partie ou l'autre versant qu'on pourrait décliner, c'est quoi? C'est que nul n'est au-dessus de la loi. C'est l'expression en réalité de l'état de droit dans notre pays. Et surtout avec ce volet, vous voyez que nous avons aujourd'hui le demi-frère du chef de l'État qui est en prison, qui est... On lui reprochait d'avoir attenté, je ne sais pas, à la sécurité de l'État. C'est comme ça. C'est la même infraction que nous avons. C'est un peu similaire. C'est un peu similaire. Donc, demi-frère du chef de l'État, à la barre en 2011. Et en prison après. Et en prison après, pour 20 ans. Ouais. Il a déjà fait 14 ans. Vous imaginez, des années plus tard, on a eu un directeur de cabinet du chef de l'État. Oui. Pascal Boudjona. Qui serait peut-être lié dans une affaire d'escroquerie internationale. Vous voyez, un puissant du régime aujourd'hui. Des années plus tard encore, on voit un général à la barre. Donc je me dis que soit c'est l'expression de l'état de droit, ou dans ce régime, il n'y a pas de puissant. Il n'y a pas de tout puissant. Donc ça fait un peu peur. Adam, un général à la barre. Oui, bon, permettez d'abord, avant que je n'aborde cette question-là, de pouvoir peut-être placer ce mot. Ce n'est pas pour autant, parce que vous savez que nos tests qui régissent naturellement le code de la presse, etc. Et d'ailleurs même le bon sens voudrait bien que lorsqu'on un procès en cours, qu'on ne puisse pas véritablement aborder surtout le fond de ce procès-là, pour dire à nos téléspectateurs que, en fait, nous commettons ce test-là. Mais ici, nous sommes en face, d'abord, de deux faits majeurs qui sont très importants à relever. C'est pour la première fois que nous avons une cour militaire. En fait, c'est le fait central même de ce procès-là. Ce n'est pas le général Abba, puisque ce n'est pas pour la première fois que nous avons. Tidjane était le général, il a été à la barre, il a été condamné. Ce n'est pas pour la première fois. Et si nous remontons d'ailleurs même l'histoire, même avait eu des problèmes, il a été même dégradé, etc. L'histoire du Togo a connu des hauts gradés qui sont donc passés à la barre. Mais, parce que d'abord, c'est la cour militaire inaugure pour la première fois, surtout sa chambre criminelle, son premier cas de dossier. Et c'est une première. Le Togo n'a jamais connu une cour martiale. C'est la première fois. En fait, c'est le nœud central. Pourquoi ce procès-là nécessite naturellement que nous en parlons. D'ailleurs, même sur la forme, même si nous ne l'avons pas touché dans la forme. Donc, c'est très important que les téléspectateurs le savent. Nous avons posé une question concernant le fait que le procès... Tout ça se passe hors des médias. C'est que c'est les principes de base énumérés pour le procès qui a conduit, en fait, quand on dit or, c'est non. Il y a eu deux médias, le premier jour, moi j'y étais, ils ont dit, deux médias sont accrédités
pour couvrir entièrement dans le présent. Voilà pourquoi d'ailleurs, dans le premier jour, il y a eu un reportage qui est passé donc à la TV. Même aujourd'hui, le stockage de la Roche est aujourd'hui fait par la TVT qui est là permanemment. Le motif pourquoi le New TV n'est pas là, je ne sais pas, mais pour autant, on vous a dit qu'ils sont également accrédités. Et comme je le disais lorsque vous prenez les principes de base, c'est que personne n'y entre avec surtout le téléphone portable parlant donc de l'enregistrement et des photos. Et lorsqu'on parle donc d'un média, on accrédite un média, je ne vois pas comment on peut accréditer un média et ne pas l'autoriser à rentrer avec le matériel. Ça n'a pas de sens. Donc c'est en ce sens, moi c'est quand même l'analyse que je fais de la chose. Donc c'est en ce sens que on vous permet de suivre le procès en tant que citoyen togolais, mais pas en tant que média. C'est ce qui a permis d'ailleurs même que vous allez, mais on vous permet de prendre quand même des notes. Tout le monde peut prendre note. Donc c'est ce qui, à mon avis, qui a permis à tous les confrères de rentrer. Vous rappelez, on ne vous demande même pas la carte que vous êtes. L'essentiel que vous êtes soumis au même protocole. Que tout homme, même le président de la Cour suprême était là la fois passée, il a suivi le même protocole. Le même protocole. Que tout le monde, tout officier, soldat ou pas, vous subissez le même protocole pour rentrer. Donc c'est en ce sens que nous ne pouvons pas nous sentir offusqués. Si tel que vous voulez fondamentalement rentrer en tant que journaliste, de toutes les façons, on vous oppose une fête de non-recevable, mais lorsque vous rentrez comme citoyen, c'est d'ailleurs même pour la plupart du cas, j'ai vu les 3 derniers jours, beaucoup de nos confrères journalistes étaient donc dans le banc. Donc parlant donc de ce procès-là, ce qu'il faut dire, la composition d'abord du jury n'est pas différente que la composition des assises que nous connaissons, les 9 membres qui composent donc le présidium sont là, il y a donc un magistrat et les autres, les jurés, comme on les appelle, et naturellement ici nous avons deux procureurs, le procureur militaire qui est là et le procureur civil, et donc comme vous le savez, 7 accusés sont à la barre, parmi lesquels 5 officiers supérieurs, sinon 5 officiers supérieurs et 2 soldats de rang, notamment le chauffeur de Madjouba, mais également la secrétaire de Madjouba qui sont donc des soldats. Mais pour autant également, que la population ne dit pas que c'est un procès Madjouba, 7 mètres, tous les accusés ne comparaissent pas pour le cas Madjouba. Il y a des gens qui sont donc accusés de complicité d'assassinat, ça concerne Madjouba. Il y en a qui sont accusés d'entrave au bon fonctionnement de la justice, lié également à cette question de Madjouba, mais également ceux qui sont également accusés de complot, à ne pas confondre avec ce que nous appelons coup d'État, qui a été dit. Un complot n'est pas la même chose que le coup d'État. Ce n'est pas la même chose. Nous l'avons aussi compris là-bas parce que l'équivoque a été vite fait levé quand le président même avait parlé de complot, qu'on vous accuse de complot, que vous voulez faire coup d'État. Parlez-nous. Il y a le procureur qui était pour dire, nous parlons plutôt de complot et non pas de coup d'État. Donc parlant de ça également, lorsque vous prenez les faits d'accusation liés donc à l'entrave au bon fonctionnement de la justice, il faut quand même que nos téléspectateurs savent véritablement que les avocats des accusés qui sont donc concernant ce cas-là ont dit, c'est un non-lieu, si tel que, puisqu'il y a un service de sécurité militaire qui, lui, ne fait que des enquêtes, qui est une institution de l'État instaurée par l'État. Il n'y a pas de raison qu'on puisse dire que cette institution qui a toujours fait des enquêtes, puis faire une enquête et qu'on puisse trouver dans cette enquête-là des entraves au bon fonctionnement de la justice. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi les avocats ont fait soulever le fait que si on doit faire comparaître les premiers responsables de cette unité-là, il faudrait que ceux qui ont mené les enquêtes judiciaires également soient là, puisque c'est 2 institutions régaliennes de l'État qui ont fait des enquêtes à un moment donné où on a estimé que l'unité devait cesser, l'unité a cessé et s'est repliée. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse donc accuser ces gens-là qui font entrave à la justice. Nous attendons de voir quand même, c'est de bons déballages quand même, et puisque comme je l'ai dit, ceux qui sont accusés de complicité d'assassinat ont également révélé des choses. Mais sauf que ce procès, je pense que ce n'est pas fini comme je l'ai dit dans le fond, mais la plupart des Togolais sont restés sur leur soif. Lorsqu'on nous a présenté... Surtout que jusqu'ici, apparemment, c'est une seule personne qu'on a eu à écouter là. Non, tout c'est parce que tout, comme je l'ai dit, les trois chefs d'accusation. On ne parle que d'une seule. Hein? Non, puis c'est un général. Puis il faut
Vous savez, on fait de ce procès un événement. Voilà. Et pour le faire dans l'événement, il faudrait quand même qu'on parle du plus haut gradé du Togo. De toute façon, c'est le plus haut gradé du Togo qui comparaît. Voilà pourquoi les regards sont focalisés sur lui. Or, lorsque vous prenez les chefs d'accusation, lui, il n'est pas concerné par tous les chefs d'accusation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les accusés ont déjà comparu et parlant chacun à ce qui le concerne sur les justement, vous qui avez eu une ou deux fois l'occasion de... Non, il y a fait les 5 jours. Hein. Voilà. Raison de plus, pensez-vous qu'une lumière va réellement jaillir? C'est pourquoi ça dit que pour nous, lorsqu'on parle, d'abord, lorsqu'on parle du procès Madjulba, c'est que nous sommes allés là-bas voir qu'il y a des éléments tangibles où des gens il y a eu des enquêtes qui ont été menées et que les gens sont accusés véritablement. Il y a eu des éléments tangibles. Je ne sais pas quand je le dis, éléments factuels tangibles. Mais d'abord, dès le premier jour, lorsqu'on a lu on appelle ça, j'oublie le nom. Bon, de toutes les façons, les accusations, etc. Les chefs d'accusation, vous verrez que de toutes les façons, tout le monde était quand même désorienté parce qu'on n'avait rien vu. C'est-à-dire on attendait vraiment qu'on nous dise vraiment on a eu des éléments qui accusent véritablement que voilà, Madjulba on l'a vu, celui-ci vraiment c'est vous qui avez tenu la gagette ou pratiquement il y a eu ce fusil là qui a été bon, on nous a dit que c'est son propre fusil. Mais bon, ces éléments là nous on les a pas vus, donc de toutes les façons les Togolais, le procès suit son cours, mais ce qu'on voulait voir, on ne l'a pas encore, on ne l'a pas véritablement encore. Et surtout lorsqu'on parle d'atteinte à la sécurité de l'État, tout de suite les gens du complot. Voilà. Vous voyez, le mot étant donné que les bâtards, voilà. Heureusement que vous y étiez. Voilà. Ce n'est pas l'atteinte à la sécurité, mais complot contre les institutions de l'État. On attendait tout de suite voir que voilà, les gens en tout temps faisaient dans des combines pour déjà attenter déjà aux institutions ou faire des coups d'État. Voilà, comme le mot se dit, coup d'État. Même le juge président l'avait dit dès le premier jour. Et c'est à la suite qu'on a dit non, ce n'est pas coup d'État, mais il y avait complot. Donc, donc on attendait voir des gens qui vont témoigner des trucs, des armes pouvaient être pris, mais ça n'a pas été le cas. On nous dit que voilà des tracts qui ont été donc faits et distribués. Et donc on parle de coup d'État. Donc vous convenez il y a des raisons pour que les Togolais soient dubitatifs et mis sur le soir parce que ce n'est pas ce que nous on attendait. Ce n'est pas question de tract. On attendait voir les gens ont pris les armes et en même temps on les a arrêtés. Bon, ce n'est pas ça. Bon, tracteur qui va venir de toutes les façons. Militaire, c'est militaire. De toutes les façons. C'est la grande meilleure dans tous les cas. C'est un constat partagé. En tout cas, ce qui était dans. Mais comme vous l'avez dit, c'est une avancée de la démocratie qu'on ait un tribunal comme ça. Oui, bon, un tribunal comme ça était nécessaire parce que vous savez, moi je faisais partie de ceux-là. Lorsque vous prenez, surtout, en tout cas, nous n'allons plus revenir sur des faits pour heurter certaines sensibilités. Parce que lorsqu'on parle de quelqu'un qui a perdu sa vie, naturellement, lorsqu'on fait un procès comme ça, je veux parler d'un procès où un policier avait été condamné aujourd'hui. Il est à la prison lié donc à l'affaire de Syliandais, etc. Moi, de toute façon, je ne sais pas si c'est parce que nous sommes des enfants de corps habillés que nous voyons les choses de tel, mais je me dis quand même que je suis toujours réservé. Parce que de toutes les façons, vous avez les armes. Vous avez les armes et que votre vie est mise en danger. Quels que soient les cas, de toutes les façons, il y a des raisons quand même qu'il faudrait quand même tirer pour tirer ce genre d'affaires. Et je pense que le tribunal ordinaire peut ne pas comprendre certaines motivations. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est une fierté. Dans vous voyez dans l'armée, ils sont fiers qu'on ait aujourd'hui un tribunal militaire qui comprend leur langage, qui comprend leurs réactions, qui comprend les us et pratiques de cette profession-là. Voilà pourquoi ils sont contents. Et moi je suis d'abord plus que content pour qu'on puisse véritablement revisiter ce qu'on a été jugé qui pour moi ne devait pas être le cas. Voyez-vous, c'est tout comme si vous avez un parent qui du jour au lendemain est sur un terrain de combat et qui a posé un acte. Et cet acte-là, on vient juger ça avec le droit commun. Mais ce n'est pas normal de toutes les façons. Nous, on ne trouve pas ça normal. Et aujourd'hui, qu'il y a des gens qui comprennent les réactions, les usages, les pratiques des militaires, je pense que justice sera faite à ces gens-là. Mais
je prie également que les voix qui vont nous écouter fassent en sorte qu'on puisse revisiter ces procès-là qui ont été commis, que les gens puissent aujourd'hui en prison et qu'on n'a pas su voir vraiment les réactions et juger ces réactions-là en lien avec ce qui s'est passé. Pour moi, bon, ça me fait un peu mal quand même. Oui, c'est vraiment très intéressant et ça me donne l'envie. Moi aussi d'aller écouter. Non, c'est intéressant parce que là où c'est historique, ouais. Ce n'est pas en fait les officiers supérieurs qui comparaient de mon point de vue, mais quand même c'est pour la première fois qu'on sente véritablement comment se compose ce tribunal-là. Puis de toute façon, il y a un tribunal militaire pour être général de corps d'armée 5 étoiles de toutes les façons, lorsque vous votez. De toutes les façons, il y a un tribunal militaire qui connaîtra votre cas et va vous juger. Donc ce n'est pas une question d'être tout puissant pour être tout puissant. Vous n'êtes pas tout puissant. C'est l'autre là, beaucoup de qui disent vous n'êtes pas tout à fait pour être éternellement fort. Il faudrait quand même que vous, lorsque vous votez, qu'il y ait un truc. Il faut le rappeler. Le général c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours fort. Voilà. Le général Katanga l'a dit que c'est une fierté pour lui, une grande fierté que ce soit un cas qui est jugé le plus haut gradé comparé pour la première fois. Qu'on prendrait peut-être un soldat ou un officier de ceux-là, où les gens ne comprendront pas, on dirait voilà, donc le grand l'a pris. Mais qu'il est très fier parce que c'est un général le plus gradé du Togo qui comparait. Et lorsque ce jugement-là va être bon sur toute la nuit, ça serait un modèle, ça va servir d'exemple pour toute la sous-région. Et je pense qu'il a su bien dire. Et cela devait donc interpeller davantage. Ce tribunal a bien fait son travail pour que nous puissions partir. Ce qui est curieux encore, c'est son aisance. Non, il est à l'aise, le mental est toujours à l'aise. C'est là où vous voyez, c'est pourquoi je vous dis l'historité, c'est d'aller voir comment les militaires réagissent, comment ils parlent. Et tout de suite, vous allez voir la différence. Un militaire ne dira pas quelque chose, un mot après, et demain va tâtonner. Ils sont tellement droits dans leurs propos, si bien qu'ils arrivent des fois à corriger même le procureur lorsqu'il veut biaiser un peu les causes, je le rappelle. Ce n'est pas la même chose. Allez fouiller encore. La question que vous posez, ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait dit et dans la réaction que vous avez n'est pas la même chose. Très bien. Firmin, à la lueur où voit les choses, est-ce que vous et moi pouvons espérer l'exposé d'un motif. L'exposé des motifs. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à une lumière autour de cette affaire, vraiment comme l'espérions depuis? Ce sera difficile du moment où on n'a pas vu la personne tirer sur l'officier, ce feu officier. On n'a pas vu la personne, je ne sais pas si la personne est dans cette salle ou la personne a disparu. Donc du moment où on n'a pas vu il n'y a aucun témoin qui puisse témoigner aujourd'hui qu'il a vu cette personne-là, donc il serait difficile. Pas témoin, mais que même l'expertise. On est allé en France, on est allé à ça là, mais jusqu'à l'ADN, tout ça, on dit bon, on a trouvé un ADN sur le chiffon qui permettra peut-être d'effacer les traces du crime, etc. Mais le journal a expliqué. Le chiffon servait toujours à utiliser pour nettoyer les armes. Donc c'est un peu même regardez, même au niveau du procès Pachanga Singh, ils n'ont jamais reconnu les faits qui leur ont été reprochés. Donc, ici, il serait difficile aussi d'avoir quelqu'un comme lumière sur cette affaire. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Mais c'est déjà une avancée. Oui, non, c'est une avancée sur le plan de la démocratie. C'est déjà une chose, mais je voudrais dire ceci. Dans un régime où il y a souvent de tels procès, il faut reconnaître qu'avec le temps, le régime s'endurcit davantage. Et le régime nourrit ce qu'on appelle la peur. Et a peur de tout le monde. Parce que du moment où il y a tellement de procès, des gens peut-être qu'on soupçonne de ces genres d'infractions. Donc avec le temps, le régime se durcit davantage et le régime a peur et investit beaucoup plus dans la sécurité. Très bien. En tout cas, nous attendons toujours. Ça continue le procès. Ça continue, bien évidemment, ça reprend lundi matin. Et pour la suite, ici, ce sont, comme je vous disais, les 7 accusés qui ont été donc entendus. Il y a des témoignages, puis après tout, les témoignages vont venir. On va confronter les gens. Donc, je ne pense pas que c'est un procès qui puisse finir le dialogue dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Nous aurons l'occasion d'être des témoins populaires. Projet de détente. Franchement, on va saisir l'occasion pour nous y rendre. Alors, on va changer de sujet tout en vous disant merci et félicitations pour
au moins, cet éclairage, ça aurait satisfait un peu nos téléspectateurs. Le Togo, plusieurs fois déclaré élève en matière de gouvernance et de climat des affaires, que ce soit le Millennium Challenge Corporation ou le Doing Business, le Togo est vu comme le pays qui fait du progrès en matière de gestion et de gouvernance économique. Sauf que, Adam, les Togolais continuent par se plaindre et se poser la question où ils vont en matière de... Oui, bon, je pense que c'est un peu une question relative, hein, de toutes les façons. Nous ne sommes pas logés dans le même enseigne à ce qui concerne nos souffrances. Oui, c'est vrai. Il y en a, quand on parle de souffrance, c'est 100 000 qui est sorti de 100 milliards sur le compte qui appelle ça souffrance. C'est vrai. C'est vrai que c'est là où, en tout cas, le problème est un problème actuel. Hein. Vous savez, bien évidemment, lorsque on jette des fleurs à votre pays en matière de bonne gouvernance, en matière des points qu'il gagne sur les exigences, mais il faut reconnaître que quand même c'est une bonne chose dans la mesure où les pays sont des institutions qui vous permettent d'évaluer les politiques que vous avez mis en place. C'est vrai, c'est le Premier ministre, chose là qui le disait, je pense que Hundo qui l'a toujours dit, les réformes qu'on mène dans le propre pays sont d'abord destinées aux populations. Mais étant donné qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vivre en autarcie, il est de bon ton que vous fassiez un effort d'évaluer ces politiques-là à l'international. Et c'est en faisant cette évaluation-là qu'on nous octroie ces points-là. Mais toujours est-il que, de toutes les façons, le Togolais, lorsqu'on ne voit pas les retombées tangibles sur ces notes que le Togo a toujours eu, de toutes les façons, il y en a qui disent que voilà, bon, ce sont des notes ou des notes. Il faudrait que ces notes-là puissent avoir des impacts sur nos vies, sur nos vies de chaque jour, ce que nous ne constatons pas. Nous constatons également que chaque jour que Dieu fait, la vie devient de plus en plus difficile. Et ça, je pense que lorsque vous allez, le panier de la ménagère le montrera suffisance. Et vous allez aujourd'hui, dans tous les coins et recoins, vous dira véritablement que voilà, nous avons des problèmes. Mais il y a, lorsque vous le prenez, est-ce que, lorsque vous prenez qu'il soit au niveau du business ou certaines évaluations, ce que nous ne faisons pas un effort de voir, c'est que les évaluations ont des critères. Et ces critères-là, pour la plupart du temps, ne prennent pas seulement les questions sociales. Il y a d'autres questions, que ce soit des questions politiques, d'investissement, etc., qui sont prises en compte. Mais est-ce à savoir que ces questions-là, les retombées, au final, c'est pour faire en sorte que nous ayons une vie normale et faire en sorte que le Togolais vive mieux. Voilà pourquoi, pour un peu revenir sur l'une des questions qu'on posait à Gilbert Barra concernant les couples défavorisés, lorsqu'on voulait donc lancer, faire le programme d'assurance universelle, il a dit ce n'est pas une volonté du gouvernement de toujours avoir des passerelles sur des couches défavorisées ou vulnérables. C'est de faire en sorte que de sortir pratiquement ces Togolais qui sont dans cette couche-là et de retrouver donc la normalité. Donc quelque part, les politiques qui sont conçues aujourd'hui sont faites en sorte que nous ayons une bonne classe moyenne. Nous n'ayons pas des Togolais qui vont continuer par vivre dans la vulnérabilité, de faire en sorte que nous ayons de l'équité dans la vie. Bon, malheureusement, cette équité-là, je pense que est encore là. Oui, Firmin, la politique des affaires est-elle vraiment en faveur des Togolais? Lorsque vous regardez le monde, la société, quels sont ceux qui bénéficient beaucoup plus des affaires au Togo? Non. Vous savez, il faut reconnaître une chose. Il y a une crise mondiale. Aujourd'hui, tous les États se battent, mais la souffrance est en train de gagner tout le monde. Que ce soit au niveau des Occidentaux, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, vous voyez des peuples traversent des situations économiquement difficiles. Donc, je pense que c'est ce qui nous attend aussi, parce que nous sommes liés. Que ce soit à l'intérieur, à l'international, nous sommes liés. Donc, il y a des échanges commerciaux qui se font, il y a des choses qui deviennent de plus en plus chères. Quand la vie est chère en Europe, mais vous devez vous attendre à ce que vous ayez une vie chère ici aussi, parce qu'il y a des échanges commerciaux qui se font. Donc, aujourd'hui, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Togo fait des efforts. À l'international, le Togo est apprécié, parce que vous avez, le Togo a une histoire. Nous avons passé 15 ans sans coopération. Et après 15 ans, surtout au lendemain des législatives de 2007, le Togo a commencé par faire un certain nombre d'efforts sur le plan économique. Le Togo a commencé par assainir les finances publiques, ce qui a fait, ou ce qui a attiré beaucoup plus, a attiré d'investisseurs et aussi les partenaires qui nous avaient fui.
les institutions de Bretton Woods qui avaient disparu sont revenues. Et ces institutions sont toujours avec le Togo. Elles voient comment le Togo se bat pour toujours assainir la finance publique. Et voir comment le Togo adopte un certain nombre de politiques, surtout conformément aux standards internationaux. Bon, vous devez respecter ça. Si vous n'allez pas respecter ça, on peut être de bon élève. Et aussi, on peut être bon élève à l'international, mais à l'interne, on peut être critiqué. Parce que nous sommes tellement liés. Nous avons des dettes à payer. N'oublions pas. Nous avons des dettes à payer. Il y a des moments où vous ne devez pas faire d'augmentation au niveau de la fonction publique. Il y a des moments où vous ne devez pas recruter. Parce que nous sommes liés à l'international. Et donc, quand vous respectez un peu l'agenda international, on dit que vous êtes bon élève. Et aussi, autant on est bon élève, autant on attire de bons investisseurs, de bonnes institutions internationales qui puissent continuer toujours de nous aider. Donc, ce que le Togo fait des efforts. Et aussi, il faut souligner ceci, depuis que Dame Ablamba Sandra Johnson est à la tête de ces réformes, on voit toujours que le Togo engrange toujours des points positifs. Donc, c'est aussi un élément. Sur le plan réforme, le Togo fait partie des meilleurs en Afrique. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ce que la population veut aujourd'hui, c'est qu'il y ait des incidences. L'impact dans le panier de la ménagère. Je pense que ça va prendre assez de temps. Ça va prendre un peu de temps. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui se font. Même le simple fait qu'on ait mis en place une institution qui lutte contre la corruption, c'est un élément important. C'est un certain courage. Parce que le président avait dit qu'il y a une politique qui s'accapare la richesse du pays. Et après des années, on met en place une institution. N'est-ce pas tout ça là qui fait gagner au Togo des points en matière de bonne gouvernance? Oui, c'est tout ça. On a la Lucia, on a une cour des comptes, on a plusieurs institutions qui contrôlent les finances publiques. Les finances. Et aussi, bien sûr, on a mis en place une enquête, je ne sais pas, une parlementaire. Pour enquêter sur les fonds Covid. C'est aussi une note positive. Mais on peut dire que, bon, bien sûr, ça ne satisfera tout le monde. Mais avec le temps, ça va aller. Même n'oublions jamais, nous avons une histoire. 15 ans sans coopération, pour les rattraper, ça va être un peu difficile. Mais je pense que ceux qui dirigent ont une certaine bonne volonté de donner un peu à tout le monde, que la richesse du pays soit équitablement répartie. Sauf qu'on n'a pas assez de temps, sinon je me ferai le relais, le porte-parole de ceux qui se plaignent que sur le plan national, que les Togolais ne jouissent pas tellement, et puis que les étrangers auraient pris le pas sur les Togolais en matière de gestion et autres. Les terrains, c'est eux la plupart du temps. Les grands immeubles, c'est eux. Vous allez voir les offres de marché, c'est toujours eux. Bon, mais on ne va pas s'aventurer sur ce terrain. On aura le temps de revenir. Le temps d'aller chez moi, à l'école, pour parler des congés de détente. Le Togo, voilà, depuis vendredi, Adam, depuis vendredi soir, les élèves du primaire au secondaire du Togo sont au repos. Un congé dit de détente leur est octroyé, une première dans l'histoire de l'école togolaise depuis sa réforme de 1975. Vive Kokoroko, n'est-ce pas, Adam? Oui, je pense que ça va de soi. Et lorsqu'on prend aujourd'hui l'un des vecteurs essentiels des réformes entreprises par le ministre Kokoroko, en tout cas, depuis qu'il est au magistère de ce ministère-là, je pense que chacun, ou chaque Togolais essaie plus ou moins de l'ovationner, compte tenu de la stabilité d'abord au niveau de l'enseignement. Et cette stabilité-là, moi, je pense qu'elle est aujourd'hui tributaire de beaucoup de choses. Cette stabilité, lorsque nous le comparons d'ailleurs même avec les années antécédentes, vous convenez avec moi que ces congés de détente-là, qui plus ou moins, de mon point de vue, lorsque nous prenons les jours ouvrés, fait 5 jours. Nous avons connu d'abord, avant chaque rentrée, les gens prenaient plus de 2 semaines pour des débrayages pour les enfants, pour le corps sans rien. Lorsque nous les disons, je pense qu'il va de soi qu'on puisse employer d'ailleurs même un congé de détente
aux élèves, sans, sans toucher, en tout cas au cours normal de l'année. Ça, c'est une première chose. Mais la seconde chose, c'est surtout cette réforme-là, comme je le disais, parce que de toutes les façons, le Togo n'est pas initiateur de ces congés-là. Ça existe sous d'autres cieux. Et c'est ceux-là, nous l'avons toujours identifié comme étant donc les meilleurs acteurs en ce qui concerne l'éducation. Parce qu'on nous parle souvent de la France, même si la France, ou pratiquement ces pays du Nord, sont toujours des pays où on nous dit, entre guillemets, sont les riches. Même aujourd'hui, même les pauvres ont tendance à envoyer leurs enfants dans ces pays-là, compte tenu en tout cas, du système éducatif qui est un système qui est bon. Donc je pense que dans ces réformes-là, il va de bon temps que ce qui a toujours marché ailleurs et qu'on va chercher, il est de bon temps que si nous avons eu de toutes les façons une école ou pratiquement un enseignement assez stable qui nous permet, comme je le disais aujourd'hui, de pouvoir déduire de cela tous les moments de débat qu'on connaissait par le passé et de pouvoir les employer à ces élèves, c'est une bonne chose. Mais pour autant, moi je suis un peu dubitatif sur ce projet-là parce que moi j'ai mon petit mon Benjamin qui fait aujourd'hui le CPE. Nous avons passé 2 semaines. D'ailleurs même au moment où vous l'amenez, c'est maintenant il dort profondément derrière même. Donc arrivé en classe, il faudrait qu'on s'occupe de lui. Ça a commencé par prendre il n'y a pas une semaine. Et je me dis, est-ce que nous n'allons plus refaire encore un recul en arrière parce qu'il y aura encore une semaine à passer et à dormir et de redonner encore du travail à ça. Donc c'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, en tout cas pour certains, c'est appréciable, mais pour d'autres également, je pense que les élèves, lorsqu'ils sont en congé, sont d'abord aussi des soucis pour les parents, parce que lorsqu'ils rentrent également, nous sommes plus ou moins déchargés. Et avec ces congés de détente-là, de toute la façon, c'est une première expérience. De toute la façon, nous accordons ce bénéfice de la voir, ce que cela peut faire. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai trouvé, lorsque je ne sais pas si ça s'est passé dans les officiels, les établissements du privé ont pris ce temps-là pour évaluer les élèves. Bien sûr. Voir comment ces élèves sont portés avec le petit temps qu'ils sont passés. Donc, on les a évalués, donc c'est déjà une bonne chose. Ça permettra de connaître le niveau, et puis ce que pèse l'élève, et de pouvoir l'adapter à la rentrée prochaine. Donc, lorsque vous prenez tous ces facteurs-là, je pense que quelque part, c'est une bonne chose, mais quand même pour les débutants, je trouve que, de toute façon, nous n'allons pas non pas la patience pour vous complémenter, vous compléter un bon acteur du système. Je vous informe que dans le public, et même dans les privés, l'autorité a donné des instructions fermes pour que des travaux ou des exercices soient donnés aux enfants à tous les niveaux pour qu'ils soient bien occupés dans cette semaine de congé de détente. Et ça a été fait, les chefs d'établissement ont veillé à cela et chaque élève dans chaque matière a eu pour sa dose. Donc c'est une semaine c'est une implémentation. En tout cas, on va voir l'avis du barbu là-dessus. La décision a suscité, Firmin, beaucoup de réactions. Vous l'avez suivi aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les chaînes de radio et télévision. Beaucoup de commentaires au sein de toutes les couches, malgré les éclairages donnés par les spécialistes à la matière. Alors, les gens ont-ils bien compris la motivation du gouvernement dans le truchement du ministère des Enseignements? Non, je ne pense pas que les gens, aient bien compris cette décision parce que tout le monde apprécie subjectivement. Moi, je souhaiterais qu'on l'apprécie objectivement, quand on voit un peu ce que l'État est en train de rechercher. L'État veut faire reposer un peu les élèves, c'est tout, les enfants. C'est-à-dire les enfants qui ont passé assez de temps pendant les vacances et aujourd'hui qui ont repris comme ça. Donc, il ne faut pas aller tout droit comme ça. Il faut essayer de les aider à gérer un peu leur temps. Il ne faut pas les embrouiller. Il ne faut pas les bourrer dans un système aussi bourratif. Donc, il faut leur donner aérer un peu leur temps de connaissance pour les aider à revenir
finir en de bonne forme et de continuer. Mais en France, actuellement, eux, ils appellent ça un congé de Toussaint. En France, actuellement, ils appellent ça, ce que nous appelons congé de temps ici, ils appellent ça congé de Toussaint. Ça arrive, il y a assez de bruit, il y a assez de commentaires parce que c'est la première fois. Congé d'été, congé d'hiver et tout ça, congé de temps. Quand vous prenez même le système américain, il y a plein aussi de ces congés. Donc, en fait, il faut aérer un peu le système, notre système. Il est tellement bourratif, mais il faut l'aérer un peu. Et touffu, donc il faut l'aérer un peu. Sur ce point, moi je dis bravo au professeur Kokoroko, c'est une première du genre. Il faut innover. Le monde est en train d'aller à une vitesse exponentielle avec des crises graves. Donc il faut savoir gérer. Vous avez les enfants qui naissent aujourd'hui, ils sont plus intelligents que nous. Je ne sais pas si vous les suivez. Ils sont tellement plus intelligents que nous. Et il y a aussi beaucoup de choses à étudier en même temps. Par exemple, ce que nous faisait au CE1, ce que les enfants font aujourd'hui dans les jardins, c'est 40 sections jusqu'à CP1 déjà, l'enfant sait comment écrire 1, 2, 3, c'est bon. Alors que de notre temps, c'était pas comme ça. Les enfants écrivent déjà ABC. On est allé à l'école à 12 ans. C'est un peu compliqué. Donc il faut innover aussi. Ce que le professeur Kokoroko est en train de faire, c'est quelque chose d'innovant. Et il faut accompagner ça. Donc il faut que ça se passe bien. Apprécions ça objectivement. C'est pour le bien des enfants, c'est tout. C'est pour le bien des enfants. Je sais qu'il y a des parents qui ça gêne un peu, mais il faut qu'on... Le souci des parents, c'est que les enfants les dérangent à la Les enfants dérangent. Et puis au niveau de la ration alimentaire aussi, il faut encore augmenter. Des fois, il faut revenir à midi pour pouvoir manger aux enfants. La télé qui est allumée. C'est des chances supplémentaires. Tous les jours, tout ça là. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est pour le bien. L'autorité publique est en train de chercher le bonheur de nos enfants. Nous aussi, nous devons l'accompagner. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Je ne pas qu'il y ait de problème. Parce que sur d'autres sur Adamo l'a dit tout à l'heure, ça se fait sur d'autres cieux et ça se mène de façon paisible. Ce que nous pouvons dire, c'est que depuis que M. Kokoroko est arrivé, ces décisions ont au départ suscité des réactions, mais avec le temps, les gens commencent par comprendre et adhérer. Et je crois que c'est l'occasion, comme l'a dit Adam, d'accorder le bénéfice du doute à chaque décision que M. Kokoroko prend, parce qu'il ne se lève pas un matin comme ça et il prend une décision juste pour se faire plaisir. C'est des décisions bien pensées, remontées d'abord au sommet, qui sont revenues validées, et donc avant qu'ils ne les prennent. Donc on va voir ce que cela va donner, et puis dans tous les cas, de la manière dont c'est organisé, avec les fermes instructions que les enfants partent avec des exercices pour continuer par revoir leur niveau pour le mois qui est passé. Je crois qu'au retour, on pourra faire le point avant que les gens ne commencent par comprendre effectivement le bien fondé de cette mesure. Alors, je pense que le temps qui nous est imparti, on a fait signe plusieurs fois que c'est donc fini. Alors qu'on avait encore envie de beaucoup de choses à parler. Mais bon, comme on est ensemble, ce n'est que partie remise. Si quelqu'un a une occupation particulière, un sujet particulier, une préoccupation particulière. Moi, j'ai un sujet particulier que normalement j'avais prévu que l'on en débat, c'est justement cette mesure-là que le gouvernement a pris de pouvoir donner une date moratoire au tricycle, au taxi, pour se conformer. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on constate que c'est une profession qui devient une profession libérale. Il faut l'organiser. En France, c'est vrai que il y avait, je pense que la dossier qui a essayé d'une manière ou d'une autre à pouvoir donner le réguler. Mais lorsque vous allez à des pays aujourd'hui, on pense que quelqu'un va vous prendre comme ça et disparaître dans la nature avec le colis qui vous a pris parce qu'il n'est pas identifié. À partir du moment où aujourd'hui c'est une fonction libérale, il faudrait quand même l'organiser, identifier comme tel. Donc, je pense que c'est le moment de féliciter le gouvernement d'avoir pris cette mesure-là, mais de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus appliquée, qu'elle ne soit pas une mesure qui soit mise donc dans le placard, parce que des fois on annonce des choses en grand point et pour finir, l'application n'est pas ça. Philomène? Non, je pense qu'il faut organiser le secteur. C'est une bonne chose parce que je dis assez de tricycles sur nos routes, donc il faut l'organiser. Très bien. Moi, ma préoccupation, c'est nos routes. Nos routes dans les périphéries. Franchement, nous demandons aux autorités
franchement de faire quelque chose. Présentement, certains sont pris en otage dans leur coin. Je parle de Toglu Kopé à l'Inca, chez moi, à Déti-Kopé, dans certaines zones, à Didogomé, Logopé, un peu partout dans les périphéries là. Quand il pleut, c'est vraiment difficile que les gens... Même quand il ne pleut pas, parce qu'aujourd'hui, vous, lorsque vous prenez la route, Yokwe, à Didogomé, oui. C'est-à-dire, donc on a toujours parlé. Hein. Vous prenez, c'est-à-dire que vous-même vous prenez votre voiture jusqu'à ce que vous arrivez au bord du goudron. Vous-même ça va vous énerver que vous êtes dans votre voiture. C'est-à-dire que vous faites le trajet à 3 jours, de toute la façon, vous serez fondamentalement chez le mécanicien. Franchement. C'est vraiment des je pense qu'aujourd'hui vous allez constater que sur les réseaux sociaux, le nom du maire revient parce que justement, il faut au moins niveler la route. Oui, au moins niveler la route parce que les trous béants qu'il y a sur cette route-là, c'est compliqué. Et si vous prenez, il vous arrive le moyen de ne pas avoir voiture, vous prenez moto de toutes les façons dans une semaine, vous avez vos rêves, vous serez éreinté. Automatiquement, vous aurez un problème de rêve. Il n'y a rien à dire. C'est compliqué. Hein? Très compliqué. C'est un appel que nous lançons à qui de droit pour que franchement ce volet-là soit vraiment parce que franchement ça devient de plus en plus récurrent. Nos villes, nos quartiers se dégradent chaque jour que Dieu fait, ce qui franchement nous crée des soucis. Merci, c'est sur ces doléances et ces vies et constaté également que prend fin la messe de ce jour. On s'arrête donc ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers confrères. Adam, c'est un plaisir. Vous êtes le directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Firmet Eko Abo, vous êtes journaliste, chroniqueur, analyste sociopolitique et puis président de l'association. Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmet Eko Abo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement autour d'autres sujets. Merci à toute l'équipe technique qui m'a assuré. J'ai nommé Alexandre Tchalem de l'autre côté de la régie. Entre-temps, Jean Mbalouki, relayé par Amouzou Ness. Tous se sont mobilisés pour la mise en orbite de cette émission. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés depuis la Chine, depuis les États-Unis. Je pense à mon ami Sylvestre Thierry qui nous suit de près depuis les États-Unis. Alors, c'est donc fini pour aujourd'hui. La pensée du jour nous vient de René Descartes et nous dit ceci: ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon. L'essentiel, c'est de l'appliquer bien. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais l'essentiel, c'est de bien l'appliquer. C'est de René Descartes. Bonne méditation. À dimanche prochain, si Dieu le veut et il le voudra. Au revoir.